Passe mes yeux bien trop bleus pour être honnête. Oublie mes façons d'homme des bois. Reste sourd au bruit de guerre et de conquête. Tout ça, c'est pas moi. Passe mes deux mains gauche et main droite. Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce salon des écrivains qui est votre émission littéraire produite chaque semaine par le bureau de programme de la radio-télévision Tonchi, votre chaîne première. Ce soir, dans cette émission, nous avons le privilège de recevoir pour vous le professeur Aimé Ngoyi Moukena. Il est professeur à l'université de Lubumbashi, il est pasteur, il est politicien et aussi ancien gouverneur de la province du Katanga. Notre invité du jour a publié un ouvrage très intéressant, Ma vision du Katanga, un regard sur une cité natale à rebâtir. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, monsieur. Comme nous l'avons annoncé, monsieur le professeur, vous avez publié en 2004 un ouvrage de 239 pages aux éditions La Jeannot. Cet ouvrage s'intitule tout simplement Ma vision du Katanga, un regard sur une cité natale à rebâtir. En quoi consiste cette vision qui vise le développement de votre cité? Voilà, merci Christian et merci aussi de la courtoisie et de tout l'honneur que vous me faites en me recevant dans votre émission. Ma vision du Katanga est l'un de mes livres, déjà ancien maintenant, parce qu'il a 10 ans. En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que je puis encore dire? C'est une somme de toute l'observation que j'ai faite pendant mon mandat comme gouverneur de province, mais aussi avant même que je sois un homme d'État, quand j'étais étudiant, il m'est arrivé de parcourir le Katanga, de me faire une idée de cette province. Alors, c'est donc une somme, un résumé d'une observation personnelle du Katanga concernant sa superficie, concernant la population, donc la démographie, concernant les richesses immenses de cette province, mais aussi concernant les comportements des hommes déjà situés dans l'histoire, les comportements des hommes, de mes contemporains maintenant, mais aussi le comportement des jeunes que j'observe. Ma vision du Katanga est aussi réellement une vision. Je me dis, il existe donc notre province, notre terre natale, comme cité, mais c'est aussi une cité à rebâtir. Donc ma vision du Katanga, c'est aussi un projet de programme, un projet de programme personnel vu de moi, et je suis heureux que beaucoup de gens sont en train de partager ce programme. Et je me dis, le Katanga peut être un paradis si jamais on pouvait suivre la suggestion que j'ai mise dans ce livre, sur tous les plans. Ok. Il y a une autre question qui me passe à l'esprit, puisque j'ai eu le temps de parcourir votre publication. Oui. Il y a le style qui semble être très facile, abordable à toutes les couches de la population. Un étudiant peut facilement comprendre le message, comme quelqu'un qui s'est limité juste au niveau des humanités, il peut facilement comprendre parce que le style est vraiment impeccable. Est-ce que c'était aussi l'objectif que vous êtes fixé quand vous écrivez, faire arriver le message pratiquement à toutes les couches de la population? Oui, c'est tout à fait. Disons, quand vous lisez d'autres livres, je viens d'en voir encore quelques exemplaires là-bas. Par exemple, ce petit livre-là, c'est un traité de philosophie. Là, le langage est assez élevé et je l'ai adressé uniquement aux initiés. Mais ma vision du Katanga, j'ai voulu que ce soit un document à la portée de tout le monde. Vous êtes allé loin jusqu'aux humanités, et moi je pense que même un instituteur de 4 ou un étudiant, un élève déjà parti du CO, il peut facilement le parcourir et retenir quelque chose. Donc c'est fait à dessein.
Voilà, monsieur, vous êtes, monsieur Moukena, vous êtes, comme je l'ai dit dans l'introduction de l'émission, vous êtes politicien, vous êtes serviteur de Dieu, un grand pasteur d'ailleurs, vous êtes aussi professeur d'université, puisque vous avez des cours au département de sciences, au département de philosophie, à la faculté des lettres et sciences humaines. Et quand je vois très bien dans votre ouvrage, vous avez essayé un peu d'établir une relation trilogique entre les trois aspects que je viens de donner. Mais il y a une question qui me passe par l'esprit. Je ne sais pas comment ce sera possible de concilier les deux. Parce que ici, chez nous, en République démocratique du Congo, la politique suppose mentir, manipuler la population. Et en tant que pasteur, la religion vous demande aussi d'avoir un jugement rationnel et de dire la vérité. Comment vous pouvez concilier les deux? Tantôt on vous demande de mentir la population et de le manipuler, tantôt on vous demande de dire la vérité et avoir un jugement rationnel. Comment c'est possible? Bon, c'est une question, Christian, qu'on me pose toujours, mais ceux qui m'observent sur le plan politique ont compris que j'ai une bonne définition de la politique. Je voudrais d'abord corriger quelque chose dans l'énumération de mes grades. Je ne suis pas un grand pasteur, mais je suis un pasteur, donc un serviteur. Je ne suis même pas révérend. Je suis tout simplement un pasteur. J'ai 600 âmes qui se réunissent sur l'avenue de la Digue, à la Kenya, depuis plusieurs années déjà. J'avais été aussi pasteur en Suisse et partout. Je voudrais le rester, avec toutes les imperfections aussi. Je ne suis pas un politicien. Pour les imperfections? Pardon? Pourquoi vous avez insisté? Je suis un homme dans la nature humaine. Je puis commettre des fautes, peut-être tout en étant inconscient. Donc voilà, j'essaie d'être prudent. Alors, je ne suis pas non plus un politicien, je suis un homme politique. Voilà, ce qui est différent. La politique, ce n'est pas un mensonge. D'ailleurs, s'il y a un politicien qui ment, c'est un virus qu'il faut extraire et le jeter. Malheureusement, je le constate aussi. La politique, c'est un art. C'est un art pour diriger la cité. Et pour diriger la cité, il faut être soi-même correct, honnête, bon. Et même être jugé comme tel par les citoyens. Donc la politique, donc ça ne me dérange pas de diriger, d'être un homme d'État, un homme politique, tout en étant pasteur. Vous le savez que ce sont les hommes d'État dans l'Ancien Testament qui ont fait la politique. Hein? Déjà dans le premier livre de Genèse, vous avez un homme d'État, et même expatrié, un étranger, Joseph, qui a été la deuxième personnalité en Égypte. Et il est resté juif. Évidemment, il était marié à une arabe, mais il a plu à Dieu et à l'empereur et au roi. D'ailleurs, il ne lui disait que la vérité. Vous savez que le roi David, il n'a pas menti. Il est resté à temps plein serviteur et adorateur de Dieu, mais aussi à temps plein souverain roi. Donc voilà, ça ne me dérange pas. Et ces quelques exemples peuvent déjà suffire. Daniel, à Babylone, il a été un homme d'État, un grand gouverneur, mais aussi il n'a utilisé que la vérité. Et d'ailleurs, pour avoir utilisé la vérité à une époque, on l'a mis dans la fosse au lion. Eh bien, c'est Dieu qui l'en a tiré. Et donc, ça ne me dérange pas. Ce serait une mauvaise conception pour les politiciens congolais d'utiliser le mensonge. Vous mentez pourquoi? Or, la politique, c'est bien clair. C'est un art comme l'enseignement. C'est un art de donner sa science à un homme, de communiquer le savoir à un enfant. C'est comme la médecine. Hein? C'est une science, c'est vrai, mais c'est d'abord un art de guérir les malades. Mais si vous utilisez le mensonge en médecine, vous devenez quoi? Voilà, donc ça ne me dérange pas de prendre tous ces chapeaux-là. Je pense que vous avez aussi une mission d'échanger avec vos amis qui sont dans le monde politique, justement pour qu'ils évitent ça, parce que la population ou le commun des mortels pense que les politiciens, la politique, c'est un menteur.
ça met aussi certains serviteurs de Dieu en difficulté parce qu'ils ont peur de faire la politique, d'autant plus que les gens vont dire qu'ils sont aussi menteurs. Nous revenons aussi à l'ouvrage, ma vision, un nouveau regard sur une cité natale à rebâtir, mais la plupart des critiques littéraires estiment que c'est aussi un ouvrage autobiographique, puisque vous avez pratiquement présenté votre vie dans l'ouvrage, une partie de votre vie justement dans l'ouvrage. Mais comment vous vous êtes rencontré avec Feu Laurent Désiré Kabila, puisque c'est cette rencontre qui vous a quand même propulsé sur la scène politique congolaise? Oui, il faut dire que je suis quand même un petit homme béni par Dieu uniquement. Et béni, ça signifie aussi un homme qui se sait lui-même qu'il est élu. Donc, je ne peux pas raconter toute ma vie et je ne l'ai pas raconté là-bas. Mais avec M. Laurent Désiré Kabila, c'était un hasard. Et d'ailleurs, vous me donnez bien l'honneur enfin, l'occasion de lui rendre mes hommages, parce que aujourd'hui, le 17 mai, comme par hasard, c'est aujourd'hui le 17 mai qu'il a pris le pouvoir dans notre pays. Comment j'ai rencontré Mouzé? D'abord, oui, j'ai rencontré Mouzé et je suis venu à la politique. Mais la première personne qui m'a appelé à la politique, c'est Kyungu, le président actuel de l'Assemblée provinciale. Et vous ne l'avez pas dit dans votre ouvrage? Non, parce que je n'ai pas accepté. Moi, je ne savais pas comment je pouvais franchement faire la politique. Je vous dis sincèrement. Lorsqu'il faisait la FENADEC, j'étais le professeur de ses enfants. Il savait que je pouvais apporter mon concours au texte. Il m'a associé, mais moi, je n'ai pas voulu. Par contre, il m'a aidé à aller en Suisse pour suivre mes études. Mais c'était alors en Suisse. En Suisse, un concours de circonstances a fait que je sois élu comme ça, sans déposer ma candidature. Les gens, les amis congolais en Suisse m'ont élu, m'ont désigné représentant de l'AFDEL suisse. Et quand nous nous sommes rencontrés avec les fidèles, disons les militants en Europe, je vais être aussi secrétaire de l'AFDEL au niveau de l'Europe. Mais vraiment là, je n'avais toujours pas envie de faire la politique. Mais un jour, je ne savais pas moi que Mouzé était en Suisse. Non, je ne savais pas. Mais revenu de mes études, donc j'ai fini mon doctorat, j'étais en train de travailler déjà un peu. Alors, revenu chez moi à la maison, je suivis à la télévision suisse romande des jeunes Congolais que je connaissais très bien, avec qui étaient des opposants déjà de longtemps contre Mobutu. Ils étaient en train d'insulter M. Laurent Désiré Kabila. Ils le traitaient de voleur, ils le traitaient etc. Bon, un sentiment de regret, parce que j'aimais beaucoup Mouzé, mais à distance, moi je ne l'avais jamais rencontré. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé à la station pour dire que je voulais discuter avec ces jeunes gens-là. Ils ont vite accepté, ils me connaissaient un tout petit peu, mais ils ne me connaissaient que comme soit pasteur, comme soit professeur et donc philosophe. Donc ils aimaient discuter avec moi, j'ai discuté aussi correctement. Alors le soir, lorsqu'on discutait à la télévision, beaucoup de messages de Suisse parvenaient à la télévision. Parce qu'en fait, les amis congolais qui sont dans la diaspora utilisent le mensonge pour rester au pays hôte. Alors, c'est à ce moment-là donc que Mouzé avait suivi, je crois, en direct, mon intervention. Mais moi, je ne savais pas que lui avait suivi. Alors, deux mois après, j'étais chez moi de nouveau, donc l'émission est passée. Mais par après, j'avais quand même su que Mouzé était de passage, mais je n'avais vraiment pas de relation entre mon émission et lui, ni son entourage non plus. Alors, un mois après, un soir, j'ai reçu un téléphone, un coup de fil. C'était la secrétaire de Mouzé
qui m'appelait et qui me disait, Musée avait suivi votre émission et il veut vous rencontrer à Lubumbashi un certain 13 avril 1999. Alors, excité, le soir même, j'ai pris mon avion. Je suis arrivé à Lubumbashi, je n'ai pas rencontré Musée. J'ai appelé la secrétaire qui me dit non, c'est par votre faute, nous sommes en train d'aller à Kinshasa. Mais il m'a envoyé auprès du gouverneur Katumba, qui m'a donné le billet et je suis venu. Je suis arrivé à Kinshasa le 15 avril 1999. La guerre était totale. Il n'y avait pas moyen que Musée me reçoive. Mais il n'y avait pas de raison non plus qu'il ne me reçoive pas parce que c'est lui qui m'avait appelé. Et à l'époque, il travaillait étroitement avec mon oncle, Moïse Kongolo. Je lui en ai parlé, mais il m'a dit, mais Musée ne m'a rien dit. Et j'étais logé à l'hôtel Intercontinental, chambre 405, du 15 avril au 22 octobre. 45 000 $ de coût. Mais je n'ai pas rencontré Musée. Mais pendant que j'étais à l'hôtel, il s'est souvenu de nouveau de moi. Il m'a nommé comme membre du débat national, mais toujours de la diaspora. Bon, puis le débat national n'a pas eu lieu. Je suis retourné en Suisse sans avoir rencontré Musée. Mais je lui ai laissé une note. Je raconte tout ça dans mon livre, La vision de Katanga. Alors, je suis de nouveau retourné là-bas, mais j'en ai parlé aussi à Moïse Kongolo. Je lui ai dit maintenant je rentre. Et je crois que c'est peut-être lui qui lui en a dit un mot, parce que sans m'y attendre, l'année suivante, Musée me nomme président du conseil d'administration de la RVA. Alors je quitte de nouveau la Suisse, je reviens ici. Alors, notre rencontre avec Musée, c'est seulement à ce moment-là, dans le cadre de la RVA. Il a cherché le PCA et nous sommes allés du côté de l'aéroport parce qu'il voulait construire, il avait une idée de construire un grand aéroport international à Lubumbashi. Et j'ai même, comme PCA à ce moment-ci, essayé d'exécuter certaines tâches qu'il m'a demandé. Par exemple, le commandant qui était ici, je l'ai envoyé à Kid, ainsi de suite. Nous nous sommes vus avec Musée à ce moment-là. Il s'est souvenu que c'était exactement, il s'est souvenu de moi. Bon, mais aussi, la même semaine-là, quand il m'a nommé PCA, et je crois que là, c'était peut-être aussi le coup de chance, mais aussi, je pense, que c'était le coup de... C'était aussi Moïse, je crois, il lui a expliqué ce que j'étais. Parce que c'est quand même un parent, et vous connaissez très bien. Parce que Musée va me nommer la même semaine, d'abord comme PCA, ensuite comme député national. C'est alors en qualité de député national, ici, et le Parlement était à Lubumbashi, que je l'ai rencontré parce que j'étais aussi devenu président du groupe parlementaire du Katanga. Bon, il y a des petites circonstances, et c'est en ce moment-là que j'ai rencontré Musée. Oui. Mais je vais vous surprendre, puisque franchement, il voulait faire de moi quelqu'un dans le bureau du Parlement. Quand il a enlevé le président et le vice-président, il me l'a signifié très clairement. Et il a même lancé un processus, vous pouvez le vérifier. Je crois que moi, j'ai encore là. Parce que Kakoudi, lui, il est mort maintenant. Ce sont les deux personnalités, les deux grands piliers pionniers des musées, enfin des colonnes des musées, qui m'ont reçu dans ce projet-là. Et c'était au mois de janvier que ça devait être fait. Et je me rappelle que dans le cadre de cet aéroport, on avait rendez-vous le jour de sa mort. Ah oui, vous pouvez aussi vérifier l'ancien ministre Tantoumé, on était bien habillés en safari bleu et tout ça. Et quand la secrétaire, la même secrétaire, qui m'avait appelé un an auparavant, m'appelle pour me dire, Musée ne vous reçoit pas aujourd'hui parce que nous devons aller au Cameroun. Mais comme nous, on devait fignoler encore notre maquette de l'aéroport, pendant qu'on travaillait, on nous annonce qu'il y a des problèmes. Et je préfère m'arrêter là. Donc, quand Musée est mort, j'ai cru que c'était aussi ma mort politique.
Parce qu'en fait... Pas la mort politique, parce que vous avez continué. Non, c'est pour cela que je dis qu'il y a eu aussi une autre main. Parce qu'en fait, Musée ne m'a pas, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. À 2, 3, 4 occasions, et quand on discutait souvent, c'était à distance, et bien il se rappelait souvent de mon émission là. Donc j'étais encore en processus d'adaptation, disons d'intégration de Musée est mort. Mais alors c'est son fils qui m'a pris comme gouverneur. Voilà. Les idées, vous en avez, c'est vrai, vous en avez, et je l'ai même remarqué dans votre ouvrage, puisque vous avez des idées claires et optimistes pour le développement de la province du Katanga, mais vous étiez aussi gouverneur pendant un temps. Mais qu'est-ce qui vous a empêché? Parce que toutes les idées que vous avez mises dans votre ouvrage, l'opinion estime que vous que je n'ai rien fait. N'ont pas été concrétisées. Bon, d'abord, il faut une remarque encore. Là, j'écris comme théoricien. Il est difficile d'être à la fois théoricien et praticien, même de ses propres idées. Vous avez Machiavel. Oui. Hein, oui, il avait des idées. Hein, vous voyez, il disait au prince. Mais lorsqu'on l'a nommé, ça n'a pas été possible. Mais cela n'a pas été mon cas. Moi, j'ai été gouverneur du Katanga, nommé pour un mandat que j'ai rempli. Et je suis en train de préparer un livre dans lequel peut-être je pourrais expliquer cela. Lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga, je suis le premier gouverneur de ce siècle. Et chaque gouverneur a un mandat. Moi, j'en avais 3. Le premier mandat, c'était le président Kabila. C'était à la télévision que les Katangais se sont levés. On a dit Musée avait un enfant. C'était dans l'intimité, dans l'entourage de Musée. On savait qu'il avait un enfant qui s'appelait Joseph. Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangais et comme fils de Musée. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabange, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Kyungo et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Il n'y avait pas d'argent ici, il y avait la guerre. La deuxième mission, c'était une mission sécuritaire. Donc, je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission, chez nous, ici à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Chez nous, on dit quoi? Et je voudrais vraiment naître au Katanga, que les Katangais comprennent que je suis un Moulouba, avec une arrière-parente chez le Roum. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Roum, les Louba, on donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Je crois qu'il le sait. Ma deuxième mission, la guerre était pleine ici. Le Katanga a 22 territoires, dont 10 étaient entièrement occupés. Par exemple, tout le Tanganyika. C'était une autre province avec un gouverneur et 2 vice-gouverneurs. Il fallait mettre fin à ça. Et je l'ai fait. Il y avait ici à côté, Andola, le RCD qui avait même une date précise pour prendre le Katanga. Il n'a pas pris. C'était ça ma mission. Et le Katanga n'est pas tombé, donc je m'estime heureux. Il y avait une troisième mission, c'était la FAP. Il s'est commué entre-temps en Maïmaï. Mais c'était terrible dans tous les Boulouba. On a une partie du Nord Katanga, excepté le Tanganyika. Alors j'ai mis fin à ça. Et c'était ma mission. Je n'avais vraiment aucune mission de faire des boulevards. Et je suis très heureux que mes cadets qui me suivent, par exemple, le gouverneur Kissoula, sa mission, c'était de réunifier le Katanga. Oui, oui. Et là, il a fait aussi. Moi, je ne suis pas parti, je ne suis pas allé partout. Parce qu'il y avait un Katanga qui dépendait d'un autre Katanga. Par exemple, mon village natal de Moulongo.
je ne suis pas arrivé là-bas parce que c'était un territoire occupé. Donc j'ai pacifié le côté qui n'était pas occupé. Et puis, je suis allé à Kalemi pour négocier la réunification du Katanga. C'est le docteur Kissola qui, lui aussi, il a réussi cette mission-là, de vraiment éradiquer le Maïmaï et réunifier les deux Katanga. Bravo aussi à lui. Et bravo aussi au nouveau gouverneur, le troisième. Ce sont mes cadets tous. Lui, il a un mandat essentiellement du développement. Et je pense qu'il s'est débrouillé. Il m'a fait visiter quelques ouvrages. Oui, il n'y a pas de problème. De la même manière que j'ai dit à Kissola, bravo, parce que vous avez réunifié le Katanga. De la même manière, j'ai dit à ceux qui font les boulevards et les ponts, les chaussées, qu'ils ont bien fait aussi. Après tout, c'est moi l'aîné des gouverneurs. Voilà. Je suis donc content. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un Katanga fort, uni et prospère, à travers justement les idées que vous avez présentées? Oui, je pense. Je pense parce qu'au fond, aujourd'hui, mes idées qui sont dans le livre sont en train de circuler. Il a fallu voir, par exemple, la dissension entre Tchombe et Sendwe. Ils ont commencé en 57 ou 58. En 62 ans après, ils étaient séparés définitivement. Vous comprenez? Et je ne sais pas si vous avez une question là-dessus, quand je parle de la politique de l'erreur. Oui, on va arriver à ça. Okay. Alors, mais je vous dis qu'il y a moyen de faire un Katanga uni. Parce que nos pères, Tchombe, Sendwe et Kimba, ils sont tous morts presque à la même période. Tchombe et Sendwe est mort en 64, Tchombe en 69, mais Kimba en 65. Vous comprenez? Donc, ils se sont tiraillés pour rien. Aujourd'hui, j'ai dit par exemple au gouverneur Katumbi, c'est vous les chefs maintenant. Vous êtes mon cadet, mais c'est vous les chefs. Alors, avec Mouyambo, je suis allé voir Mouyambo aussi. Et une fois, on m'a demandé de faire une émission pour insulter Mouyambo. J'ai dit non, je vais faire une prière pour que ces gens-là se réunissent, se mettent ensemble. Vous avez vu ça? Donc, je ne dis pas que je suis le seul qui ait prié, mais je commence à croire qu'une nouvelle vision du Katanga, une nouvelle énergie est capable de mettre les enfants du Katanga ensemble. Mzee Gabriel Pungwakumanza, on lui a manqué par-ci, par-là du respect. Il a piqué parfois des colères contre tel ou tel enfant du Katanga. Mais à un moment donné, il les ressemble et on chemine ensemble. Je crois qu'il y a moyen. Il y a moyen aussi. Les jeunes du Kasaï, par exemple, ils ne sont plus inquiétés aujourd'hui. Je le dis aussi là-bas. Le Katanga, c'est un scandale. Pour 492 000 km², vous comprenez, vous avez seulement 8 millions d'habitants. C'est un scandale. Parce que le Rwanda, qui entre dans le Katanga 18 fois, a au moins 7 millions d'habitants. Le Kasaï occidental, oriental, les Bandundu, toutes ces provinces qui sont très minuscules, qui sont très petites, mais dépassent le Katanga en population. Donc le Katanga n'est pas habité. Si des étrangers honnêtes viennent chercher leur nationalité et deviennent des Katangais, moi je serais très heureux. Alors l'esprit va changer, on n'aura pas au Katanga que les 60 tribus qui se tiraillent, que nos ancêtres nous ont légués, on aura aussi du nouveau sang, par exemple le sang des Indiens, des Chinois. J'ai bien bel espoir. Mais tout cela, je pense que sera possible à travers une éducation, puisque quand on parcourt bien l'histoire, on se rend compte que les Katangais sont toujours divisés. Je prends l'exemple de Tchombe et Munongo, l'exemple de Munongo et Sendwe, Tchombe et Sendwe, Munongo et Sendwe, et Jean Goz à Caribonde avec l'Ondabou. Donc les Katangais sont toujours en conflit entre eux. C'est pratiquement l'histoire de Caïn et Abel. Et vous l'avez même dit dans votre ouvrage. Je le dis là-bas. Les Katangais sont les Caïns des Abel. Comment vous pensez que ce sera possible que les deux frères qui ne s'aiment pas puissent vivre ensemble? Je pense que c'est Victor Hugo qui disait que chaque époque qui s'écoule est un changement de mentalité de l'humanité.
Je vous ai dit que déjà les pères se sont déchirés, ils sont morts tous dans l'amertume. Donc, Sendwe et Moïse Tshombe ne se sont jamais réconciliés. Il y a Kimba qui est allé du côté de Mobutu, du groupe d'Mbinza, alors qu'il était Katangé. Mais il nous est resté un patriarche, Munongo Godefroy, hein, qu'on a appelé aussi Kifatio Yabaluba, ainsi de suite. Mais lui aussi, il est mort pendant la conférence. Mais les jeunes aujourd'hui, hein, les gens de notre génération aujourd'hui, ils peuvent se tirailler, ils peuvent se faire des problèmes, mais en même temps, ils se mettent ensemble. Alors moi, je pense que les gens de votre âge, Christian, et les gens de l'âge de Jean Petit, Moukena, et je crois qu'eux, ils vont cheminer dans l'harmonie. Si nous leur transmettons un legs qui n'est pas sale. Vous avez aussi insisté sur la politique de l'erreur, Oui. qui caractérise justement bon nombre de politiciens katangais, en Oui. particulier et congolais en général. Et qu'est-ce que vous appelez erreur? Donc, disons, je suis parti d'une observation. Bon, j'ai passé 5 ans à Kinshasa comme député national. Mais déjà, bien avant cela, j'ai passé 1 an comme PCA. Mais j'ai rencontré des politiciens de 1960 qui étaient encore là-bas, les Kamitatou, les autres, les gens qui ont été avec Lumumba. Et au Katanga, personne qui avait été avec nous. Aujourd'hui, nous appelons Baba Yungu. Hein, oui, moi c'est mon grand frère. Vous pouvez l'appeler Baba, moi je l'appelle toujours mon grand frère. Mais c'est pas un vieux politicien. C'est un jeune politicien des années, je crois, 70. Je me rappelle que quand j'étais en première gradua, d'ailleurs c'est là qu'il m'a repéré, quand j'étais en première gradua, les premières élections, c'était entre 77 ou 78. Donc ce n'est pas un politicien des années 60. Où sont ces politiciens-là? Ils sont morts de quoi? Si vous regardez tous, des trahisons, des coups bas, etc. Et dans la génération de Kyungu, il n'y a plus que Kyungu maintenant. Où est Kibasa? Où est Moulongo Misha Kabange? Ils sont morts de quoi? Bon, des morts naturelles aussi. Je ne fais pas de la philosophie de la mort. Non, mais je dis bien que la manière dont les Katangais se sont comportés était cette manière-là, c'est celle-là que je qualifie l'erreur. Ils se comportent comme Caïn et Abel. Donc il faut voir aujourd'hui, par exemple, Joseph Kabila est au pouvoir. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Il commet des erreurs. Mais si vous voyez aussi parmi les gens qui veulent absolument qui en veulent à sa vie même, c'est aussi des Katangais. Dernièrement, là, il y avait le conflit entre Katumbi qui s'est très bien soldé, etc. Donc, je pense que les Katangais ont été caractérisés par une technique de l'erreur. Donc, il y a des problèmes à Kim, il y a des enjeux à Kinshasa, mais eux, ils se déroient ici. Et vous avez parlé aussi, vous avez cité Msiri comme précurseur de cette politique de l'erreur. De l'erreur, oui. Et pourtant, dans différents cours de l'histoire que nous avons suivis, on nous a présenté Msiri comme un vaillant, quelqu'un qui s'est battu pour son Katanga. Comment est-ce que la politique, selon vous, en quoi est-ce que la politique de Msiri a peut-être été considérée comme étant politique de l'erreur? Bon, d'abord que moi, personnellement, comme patriarche, je pense que Msiri l'est. Comme empereur, il l'est aussi. Comme quelqu'un qui a lutté contre l'impérialisme venant de Belges, Msiri aussi. Mais le même héros là, pour moi, je pense que pour tout le monde. Je vous donne seulement 2 petits exemples. Msiri vient de Tanzanie, donc du temps Tanganyika. Là n'est pas un problème parce qu'en fait, il est venu avant la division géographique. Donc c'est le professeur Ndoua qui m'a expliqué ça une fois. Alors, vous voyez, entre la côte en Tanzanie, la côte de l'océan Indien, et ici, c'était presque le même pays.
On ne peut pas dire que c'est tout simplement un étranger. Non, mais il est venu de là. Vous comprenez? L'histoire. Hein, je ne suis pas historien, mais je suis historien des idées. Vous comprenez? Alors l'histoire dit qu'il va épouser la fille du chef Katanga. On peut contester ça, je ne suis pas très sûr. Mais il va aussi les tuer. Première chose. Et si vous voyez, pour asseoir son empire, Moussiri n'a craint que le Moitiam. Il a neutralisé, parce que c'était quand même un guerrier avec les guerriers Yéké. C'était quand même des gens doués dans le domaine de la guerre. Alors avec ça, avec ce prétexte-là, eh ben, il va neutraliser tous les petits chefs. Il va même couper à moitié les revenus, hein, les impôts qui lui revenaient. C'est à ce moment-là que je dis Moussiri est aussi un des patriarches qui ont commencé la politique de l'erreur. Parce qu'en fait, il tue son beau-père, quelqu'un qui tue son beau-père, mais qui garde la femme. Il va épargner qui? Ce n'est pas seulement Moussiri, dans le nord du Katanga. Quand vous voyez l'histoire de Kongolo Mwamba, donc l'oncle et le neveu tuent son oncle, mais ça ne s'est même pas arrêté là. Je suis encore en train de publier une histoire des idées dans ce sens-là aussi. Et là, je ne parle pas de la politique de l'erreur, je parle de la salamandre katangaise. Le Katangais n'est capable que d'en vouloir véritablement jusqu'à la mort son propre frère. Et maintenant, Tchombe, en quoi est-ce qu'il s'est trompé? Parce qu'il est aussi sur cette liste des politiciens de l'erreur. Non, mais je vais dire ceci. Tchombe, c'est une longue histoire. Mais si vous voyez, moi je vois seulement le comportement. D'abord, je donne tort à Sendwe, parce que Tchombe était déjà assez connu ici. Hein? Tchombe était déjà assez connu ici. Lorsqu'il passe comme président de la CONACAT, la politique de l'erreur intervient. Le gouverneur Scholler conseille au Katangais, parce qu'il venait de perdre les élections au profit des ressortissants du Maniema, du Songé et du Kassai. Donc aucun Katangais ne pouvait être bourgmestre. Alors Scholler leur dit, écoutez, il est bon que vous puissiez vous unir, former une sorte disons, de famille politique. Et c'était la CONACAT. Vous comprenez? Et quand on va passer président, Sendwe est mécontent, déjà les problèmes commencent. Mais là n'est pas non plus le problème de l'erreur. L'erreur de Tchombe, c'est de massacrer le Balouba. Vous comprenez? Donc il va envoyer des mercenaires, essayer de poursuivre les Balouba. Or, il savait que c'était aussi la tribu la plus majoritaire, parce qu'il y a 9 territoires entièrement Louba. Voilà, monsieur le professeur, on est pratiquement à la fin de l'émission, puisqu'on Oui. fait déjà signe que nous sommes nous sommes pratiquement au-delà de 30 minutes d'espace nous accordé par la direction du programme. Oui. En un mot, qu'est-ce que les lecteurs peuvent retenir de cet ouvrage que vous avez publié, Ma vision du Katanga? Que c'est un document à consulter sur tout l'ensemble. Si Chinois consultent ça, ils font traduire pour voir où se trouve quoi. Par exemple, les terres arabes se trouvent où? Les eaux, les grands lacs dans le Katanga, ça se trouve où? Les forêts, les mines, les minéraux, etc. Mais aussi les hommes, donc les ressources humaines. Donc c'est un document que je recommande. Enfin, je recommande un peu tardivement parce qu'en fait, la plupart des Katangais ont suivi ça. Le gouverneur lui-même, il a suivi ça. Tout en étant gouverneur, il est dans les champs. Vous voyez bien. Et puis, beaucoup de Katangais ont suivi ça. Tout en étant chef, des généraux, il y en a, je ne peux pas vous les citer ici, ils sont devenus des fermiers comme moi. Je pense qu'on va revenir prochainement, nous allons revenir encore sur cet ouvrage qui est vraiment important pour le développement de la province. Il y a des points qu'on n'a pas abordés parce que le temps ne nous permet pas. Je pense que nous allons organiser une deuxième émission puisque là, on aura le temps de pêcher toutes les questions qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Je suis à votre service. Voilà, monsieur le professeur, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est complètement terminé pour cette émission. Je vous rappelle que cette émission Salon des écrivains recevait pour vous
le professeur Aimé Ngoï Moukena. Il est professeur à l'université de Lubumbashi, il est serviteur de Dieu, il est aussi homme politique. Le prochain rendez-vous avec ces salons des écrivains, vous le savez, ce sera le lundi. Je vous retrouverai avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Passe mes yeux bien troublés pour être honnête. Oublie mes façons de me déboire. Reste sourd au bruit de guerre et de conquête. Tout ça, c'est pas moi. Passe mes deux mains gauche et main droite.